et la découverte pour certains des joies des transports de cette fameuse ligne RERD. Je me représente, Christophe Landin-Estornet, je suis directeur de la scène nationale de l'Essonne. Et je vais laisser la parole en ouverture à Anne et Elisabeth en tant que géographe, et puis à Patrick Curmy, qui est président de l'université d'Évry Paris-Saclay et qui nous fait l'honneur aussi d'être président de la scène nationale de l'Essonne. Et puis on se retrouve plus tard pour la suite des ateliers. À tout de suite. Alors qui parle? C'est moi? Ça marche? Oui, ça a l'air de... Ça fonctionne? Vous m'entendez? Le problème, c'est qu'on ne voit pas dans la salle, donc... Non, les choses sont à l'envers. Christophe est gentil. L'honneur, c'est bien d'être avec vous pour ces 2 journées de compte-rendu, d'analyse, qui concluent comme un point d'étape, mais pas comme une finalité, 4 ans de travail, de recherche sur 2 terrains différents que vous connaissez bien, puisque vous allez dans la salle. Les 2 directrices et directeurs de la Maison de la Culture 93, la scène nationale, sont ici, avec ce travail original de réflectivité, mais qui dépasse aussi le cadre des murs, puisque vous êtes allés sur les terrains pour voir le ressenti, les mouvements, les changements, ce que transforment les scènes nationales sur des territoires, et en tentant d'en tirer à la fois des particularismes, puisque un territoire n'est pas un autre territoire, et là il est important d'avoir une métrologie particulière, pour aller vers des leçons qui pourraient être plus générales, fournir des outils qui puissent être déployés sur d'autres terrains. Donc il y a un vrai travail de recherche, et puis un travail social qui a, je crois, pour ambition de parler au-delà des murs, puisqu'au fond, l'entre-soi, c'est bien, ça nous nourrit, ça nous instruit, mais comment se fait-on entendre de ceux qui ne nous entendent pas? Et j'en sais quelque chose. Tous les 3 mois, tous les 4 mois, nous demandons, vous avez vu la joie des paysages en sortant du RER, mais vous n'avez pas vu les fuites d'eau, et on n'est pas là pour pleurer. Mais il y a une forme de délaissement de ce qui ne paraît pas en première approximation vitale à nos sociétés. Et pourtant, il en va, je crois, de la culture, de l'expression, de la création, comme de la santé. Aujourd'hui, on a, vous savez, un système de soins, mais on n'a pas un système de santé en France. Et je crois que ça dépasse aussi le périmètre de nos frontières. Aujourd'hui, on a un système de soins, et on pense qu'avec un système de soins, on fait de la santé. Mais je suis médecin, donc je me permets de faire cette petite diversion, mais qui est complètement liée au sujet d'aujourd'hui. La santé, on sait que c'est 20% de soins. J'injecte, je mesure, je prends des photos, je mange, etc. Mais c'est 80% d'environnement. C'est 80% d'environnement et de bien-être, environnement social, de vie intellectuelle, de vie sociale, d'échange, de partage, de créativité. Et ça n'est pas quelque chose qu'on mesure simplement, facilement, et pourtant, ça participe de la santé des sociétés. Et là, il y a aussi une métrologie à inventer, quelque chose qui ne se traduit pas immédiatement en euros, mais qui, quand elle n'est pas là, comme la culture, fait des ravages. C'est des enfermements qui se mettent en place, des partitions, des questions d'ascenseur social qui disparaissent, et au fond, une apocalypse qui n'est pas joyeuse. Donc je veux vraiment saluer ce travail de long, en profondeur. 4 ans, c'est le temps habituel des recherches. Ça peut paraître long, mais on ne peut pas être sérieux sur un travail si on ne prend pas le temps de se poser avec des jeunes et des moins jeunes, ceux qui ont un certain recul et ceux qui viennent vous bousculer, les thésards, les post-doctorants, comme vous l'avez fait, je crois, à Cergy, en accueillant un post-doctorant. Il y a dans la salle donc, ceux qui ont fait les recherches, les travaux, ceux qui représentent les
les instances qui ont été examinées. Et je sais que vous êtes des personnages, des belles personnes, méritantes, assez masquées dans le paysage, et je le regrette, je le disais tout à l'heure. Vous travaillez dans l'ombre. Je peux parler de Christophe puisque je le fréquente assidûment. Il y a un travail qui est fait hors les murs, qui n'est pas ordinaire et qui permet de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ou ceux qui ne sont pas entendus. Vous avez vu ces photos dans l'espace là près du café. Ce sont des travailleurs qui sont interrogés et qui ont droit de citer et qui se retrouvent dans une nouvelle forme de fierté, et ça transforme leur vie. Et donc, il y a là quelque chose à saluer et qui aujourd'hui n'est pas entendu. Je ne parle pas de la direction de la culture, mais qui n'est pas entendu du monde politique, et il y a un vrai sujet. Comment est-ce qu'on fait pour parler à ceux, je le disais tout à l'heure, qui ne nous entendent pas? Donc les outils que vous développez, les productions qui ne manqueront pas d'arriver, je sais que tout est filmé, qu'il y a un travail de production qui a été fait par les géographes, les sociologues de Cergy. Ça va donner matière à penser et matière à diffusion, et je crois que ce sera le temps d'après. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez produit, tous les rendus qui ont été faits. J'ai vu le programme hier, j'ai pas pu être là malheureusement. Il y a une forme d'agrégation qui dépasse déjà les murs de ces deux scènes nationales, et c'est déjà une première fierté. Et je ne doute pas qu'il y aura demain une mise en lumière de tous ces travaux et des leçons formidables qui pourront diffuser en France et dans le monde, puisqu'on est là pour l'universel, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Moi, je ne pourrais pas rester toute la journée. Ça n'est pas ma volonté, mais parce que toutes nos existences sont bousculées par des troubles, parfois physiques, ailleurs moraux, voire spirituels. En tout cas, nous sommes très bousculés en ce moment, mais on est heureux de rendre service et d'être présent là où il le faut et quand il le faut. Merci beaucoup. Alors d'abord, merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints ce matin ou qui sont arrivés à Évry hier. On est content de pouvoir encore échanger avec vous aujourd'hui. Donc on vous propose un temps d'échange à partir de 4 interventions. La mienne, Elisabeth, on va revenir sur quelques volets de la recherche-action et notamment sur les ateliers participatifs que nous avons organisés dans ce cadre-là. Et ensuite, on écoutera donc Hortense Archambault de la MC 93 et Christophe Blandin-Estournay du théâtre, ici. Et ensuite, on aura ce temps d'échange qui sera suivi par 2 sessions parallèles, puis un déjeuner en commun, et pour celles et ceux qui le souhaitent ou qui le peuvent, les sorties sur lesquelles on reviendra tout à l'heure pour mieux vous présenter les choses, suivies de spectacles dans l'espace public à Évry. Vous avez sans doute vu les affiches. Ah oui, alors pardon, j'oubliais. Entre la sortie et les spectacles, une table ronde finale qui permettra de clore ces 2 jours de travaux. Merci beaucoup, Elisabeth, de me rappeler ça. Alors, je vais me mettre là comme oui, comme vous voulez. Je vais dans la salle pour mieux voir et entendre. Alors, j'ai intitulé cette présentation « Une expérience de co-construction d'indicateurs qualitatifs, évaluer l'empreinte civique, la nécessité d'une démarche qualitative et d'une démarche participative ». Surtout, on peut vraiment commencer par se poser la question. Donc, pour rappeler que l'évaluation de l'empreinte civique, comme on l'a vu hier, pose la question de qui évalue, c'est-à-dire qui, au fond, définit les critères, ce qui pose également la question d'évaluer pour qui ou avec qui. Alors, je rappelle 2 grands enjeux liés à ce travail. Le premier, c'était évidemment d'évaluer des aspects invisibilisés dans les modes d'évaluation existants. On en a largement débattu hier. Et penser une évaluation en adéquation avec les projets spécifiques des scènes nationales. Et ça peut aussi vouloir dire justement que dans le mode même de l'évaluation, réfléchir à des modalités, des approches
qui reprennent en quelque sorte les pratiques développées par ces deux théâtres, pratiques, on l'a aussi évoqué hier, très largement tournées vers la question de l'implication de diverses formes de participation où un certain nombre d'acteurs de la société ou de la ville, des territoires, sont amenés à prendre part à la vie du théâtre. Donc, réfléchir à une évaluation qui aille dans le même sens sur le plan de la méthode nous semblait intéressant à faire. Donc les modalités, rappelons juste que les modalités d'évaluation sont plurielles au sein des scènes nationales. Je ne reviens pas évidemment sur l'ensemble, mais pour dire qu'en effet, il y a une pratique qui vise à élaborer des grilles d'indicateurs par les équipes de direction, en réponse aux demandes de l'État notamment, ou d'autres tutelles. Il y a des pratiques d'auto-évaluation également, qui consistent en des retours réflexifs, notamment de la part des directions sur un projet. Et donc la question, peut-on diversifier au fond en introduisant d'autres pratiques? Alors, si on revient un petit peu sur les démarches d'évaluation participative, la littérature y voit deux grandes finalités qui sont analysées par les observateurs, les chercheurs, dans divers domaines. Alors, il y a une finalité pratique qui est analysée, l'idée de dire la participation va engendrer une plus forte appropriation du projet, ou du lieu, ou de ce qui, justement, est évalué. Et puis, il y a une finalité d'ordre plus philosophique, on pourrait dire, transformatrice, émancipatrice, rendre les individus ou les groupes plus autonomes au travers de leur pratique de l'évaluation. Donc, l'évaluation participative se développe, peut-on observer, depuis les années 90-2000, mais peine cependant à s'imposer. C'est en tout cas l'analyse d'un certain nombre de chercheurs. Donc, je cite deux auteurs qui, par exemple, soulignent que malgré la prise de conscience grandissante de l'importance de représenter des points de vue multiples, lors de la prise de décision politique, l'évaluation participative a du mal à trouver sa place dans le champ de l'évaluation des politiques publiques. Et la conception traditionnelle de l'évaluation dite de type gestionnaire, et on en a largement parlé hier matin notamment, elle repose en effet sur des principes de neutralité et d'objectivité qui s'accommodent assez mal avec l'idée d'associer les parties prenantes au processus évaluatif. Et une des grandes questions qui se posent, c'est effectivement comment intégrer la pluralité des points de vue, les subjectivités, les savoirs qui ne reposent pas forcément sur une expertise dans les champs concernés, etc., etc. En tout cas, une expertise professionnelle. Donc bon, c'est en même temps une citation d'un article de 2009. Donc peut-être on peut supposer, faire l'hypothèse que les pratiques ont depuis beaucoup évolué. Alors ce que nous avons choisi de faire, s'avère une démarche assez complexe, notamment dans le montage du dispositif, que je vais un peu détailler aujourd'hui. Parce que la première question qui se pose déjà, c'est à quel stade de l'évaluation faire participer ? On pourrait imaginer qu'en effet, la participation soit très, très, très en amont des projets pour préparer dans le temps long l'évaluation d'un projet. Nous, dans le cadre de cette recherche-action, cette participation à la réflexion sur l'évaluation, elle est intervenue dans la co-élaboration, la co-construction des indicateurs et des variables pour renseigner ce qu'on a appelé hier les critères locaux. Enfin, Elisabeth reviendra justement sur le fond tout à l'heure, qui au préalable, ces grands critères qui avaient été définis au préalable par nos échanges et notamment définis par les équipes en fonction de ce que les équipes de théâtre désiraient voir évaluer. Donc, c'est une recherche collective qui a porté donc, sur les indicateurs et une recherche collective qui a porté également sur les variables. Et parallèlement, ce qui est peut-être intéressant dans le processus de cette recherche-action, c'est qu'un travail similaire de réflexion a été mené par les équipes et les chercheurs. Donc on peut avoir peut-être quelques petits éléments de comparaison entre ce que les ateliers ont produit comme type d'indicateur et ce que les discussions entre équipes de théâtre et chercheurs ont produit au même titre.
Alors, l'autre question, c'est évidemment qui faire participer. Donc ça, on en a déjà parlé hier, mais j'y reviendrai. Donc, on a eu des discussions. Faut-il, en effet, avoir une vision très, 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 très large de la participation et par exemple, mobiliser uniquement ceux qu'on a qualifiés de bénéficiaires des projets. Donc, par exemple, un projet qui mobilise des jeunes, est-ce que c'est un panel des jeunes qu'il va falloir mobiliser dans cette co-construction d'indicateurs pour évaluer un projet? Est-ce que c'est les différentes parties prenantes dans le projet du théâtre qu'il va falloir mobiliser? Et c'est le choix qui a été fait, comme je le repréciserai tout à l'heure dans le détail de la composition des ateliers. Et bien sûr, avec quelle méthode d'animation, comment s'organise, comment monter les ateliers. Et ça, je peux souligner tout de suite que ça demande des compétences tout à fait spécifiques que nous, en tant que chercheurs en géographie et aménagement, on ne maîtrise pas forcément, et que donc monter un processus comme ça ou des dispositifs nécessite bien sûr une co-élaboration aussi avec des personnes formées à ce genre de techniques d'animation, et en l'occurrence pour nous, Élise, qui est ici dans la salle et qui nous a secondé en fait dans la construction de ces dispositifs. Alors, on a effectué au préalable une petite recherche, en effet, sur différentes méthodes d'évaluation existantes et de concepts, finalement, de ce qui peut être évalué. Mais juste un exemple, mais qui souligne aussi peut-être la pluralité de ce qu'on peut appeler par participatif. Donc, quand on parle participation, projet participatif, on pense immédiatement on va impliquer les habitants, on va impliquer le terrain, on va impliquer les bénéficiaires, mais il y a d'autres façons de penser aussi le participatif. Juste un exemple que vous connaissez sans doute, mais ici, le travail soutenu par la Fondation Carasso, la boussole de l'art citoyen, où c'est un collectif finalement de 34 structures, scènes, associations se sont réunies pendant 3 ans pour définir une méthode d'évaluation des impacts sociaux des projets culturels. Donc c'est participatif dans le sens où ça impliquait en effet la participation d'un certain nombre d'acteurs assez différents, mais qui ont travaillé ensemble à l'élaboration de cette méthodologie. Alors, le choix a donc été d'impliquer les différentes parties prenantes des projets. On l'a rapidement évoqué hier, mais des habitants, les équipes des théâtres qui étaient très représentés dans ces ateliers, et ceux qu'on a aussi longuement décrits hier, les partenariats, associations, centres sociaux, tous ces relais, ces acteurs qu'on peut aussi qualifier d'intermédiaires entre les théâtres et les publics, les théâtres et les habitants du territoire, et avec lesquels les projets sont montés, et souvent dans un temps relativement long, comme on l'a déjà évoqué. Donc, des exemples de la composition des ateliers, donc ici pour Bobigny, donc vous les avez à l'écran, et ici pour Évry. Alors là, j'ai repris exactement la présentation telle qu'elle nous a été donnée, et donc vous voyez ici avec la justification de pourquoi les scènes nationales ont choisi d'inviter tels acteurs. On pourra éventuellement y revenir dans le détail dans la discussion. Mais vous voyez ici comment la composition et la représentativité des différentes parties prenantes a été pensée et justifiée. Donc on a effectivement des acteurs de l'équipe, mais on a aussi des acteurs du territoire, et pas seulement d'Évry, bien sûr, puisque ce sont aussi les territoires alentours qui ont été mobilisés, enfin des gens des territoires alentours qui ont été mobilisés. Juste pour que vous voyez un petit peu comment les dispositifs ont été conduits, ces ateliers ont été construits, je reviens rapidement sur les 2 ateliers, pour mettre aussi en valeur le fait que, bien sûr, la finalité de ces ateliers était une réflexion collective sur ces fameux indicateurs qui devaient renseigner les critères prédéfinis par les équipes des théâtres, mais ces ateliers ont été aussi des espaces de discussion et d'échange autour de la façon dont les participants ont qualifié leur relation au théâtre dans les 2 cas. Et donc ça a été des espaces très intéressants de ce point de vue-là. Et je précise aussi que c'était en présence des 2 directeurs, directrices qui ont participé
à l'ensemble des ateliers. On pourra réfléchir ensemble à éventuellement ce que ça peut induire. Mais en tout cas, la question de la relation au théâtre a été aussi largement abordée lors de ces ateliers de différentes manières. Et donc, je présenterai vraiment très rapidement à la fin de ma présentation un certain nombre d'éléments par rapport à cette question qui a été posée. Donc voilà, on avait un temps ensemble de présentation de la méthodologie, de la présentation voilà, des questions et de la façon dont on allait les travailler. Ensuite, des travaux de groupe. Et je précise que ce premier atelier s'est fait entièrement en ligne sur Zoom en raison du contexte de la pandémie. Et l'idée, c'était donc d'engager des discussions autour de définitions ou de façon, en tout cas, avec les mots des participants, de façon de définir ces indicateurs. Alors, c'est un peu petit. Non, ça va. Voilà, donc pour la suite de l'organisation de ces ateliers, donc discussion sur les critères et quelles seraient vos idées autour d'indicateurs qui pourraient renseigner ces critères, et ensuite un temps de partage, de mise en commun de ces différents ateliers. Ça, c'est l'atelier numéro 2 à Évry. Donc, on vous en a parlé hier. Il y a eu ce premier atelier en Zoom. Et puis, à Évry, un certain nombre de participants à l'atelier nous ont dit, mais nous, on estime qu'on n'est pas allé assez loin, finalement, dans la discussion. Et on souhaiterait aller jusqu'au bout et définir avec vous les variables. Et donc, je laisserai aussi Elisabeth vous repréciser un petit peu les choses par rapport à tout ce qu'on a entendu par indicateur et variable. Et là, on a pu organiser un atelier en présentiel, comme le montrent les deux photographies, dont l'objectif était voilà, justement d'engager une réflexion à la fois collective et en groupe sur ces variables à partir des critères qui avaient été définis dans l'atelier précédent. Donc là, il y a une sorte de... Voilà, c'est un prolongement en fait de la réflexion sur tout le processus d'élaboration de ces critères et de ces variables. Alors, ce qui est évidemment, ce qui explique un tel dispositif et une telle organisation, un choix voilà, d'engager une démarche participative, c'est évidemment d'offrir la possibilité de s'exprimer à ceux qui ont moins de pouvoir dans l'organisation ou dans la société en général, dans la ville même, et qui occupent des positions moins centrales par rapport à ce qui se fabrique au sein du théâtre. Ce qui est recherché, c'est notamment le recueil de points de vue particuliers sur l'action, c'est favoriser l'expression de la diversité de ces points de vue, et c'est mettre en évidence des points également de convergence et des zones de désaccord. Et l'atelier peut en fait se transformer parfois en temps de débat et de discussion, ce qui d'ailleurs est parfois assez angoissant pour les animateurs qui se disent « Mon Dieu, mais on n'arrive pas à avancer, en fait la consigne c'était pas tout à fait ça ». Mais c'est finalement tout aussi intéressant de recueillir ces éléments qui émergent autour de la manière dont du coup on perçoit le théâtre, on se le représente et dont voilà, on n'est pas forcément d'accord même sur les choses qui sont à évaluer. Donc quelques éléments pour lancer la discussion. Donc c'était une démarche vraiment expérimentale pour le coup dans le cadre de cette recherche-action. C'était l'occasion aussi de questionner, comme je l'ai montré, la relation au théâtre de chacun et les représentations que les participants s'en faisaient. C'était effectivement organiser une contribution directe et active d'acteurs assez divers, mais en même temps, vous le verrez, proches des théâtres. Et quand je dis contribution directe, c'est que justement, c'était un espace de discussion où un certain nombre de partenaires ont été en dialogue direct avec les directions, les chercheuses, etc. Donc, les partenaires, c'est-à-dire associations, centres sociaux, bref, ce qui était catégorisé comme tel, mais qu'on ne peut pas non plus réduire à ce rôle-là, parce qu'en même temps, ces personnes-là étaient aussi souvent habitantes, et on peut tout à fait, du coup, réfléchir à la manière dont nous catégorisons, mais qu'en fait, voilà, les choses sont évidemment plus complexes. Donc, les partenaires et les habitants qui participaient à ces ateliers se sont montrés extrêmement impliqués dans la démarche et extrêmement actifs dans la discussion. Ensuite, ces ateliers ont quand même montré des formes d'implication variables, avec des positions parfois de retrait et de silence d'un certain nombre de participants, qui évidemment sont intéressantes à analyser en soi, pour qui s'intéresse au processus participatif, bien sûr. Donc,
ce sont peut-être des personnes qui ne s'autorisent pas forcément à la prise de parole. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi largement analysées dans la littérature et la recherche qui s'intéressent aux démarches participatives en général, ou qui n'ont pas adhéré à la démarche. Et c'est vrai que dans le temps qui nous était imparti, je pense que parfois, même notre manière d'expliquer les choses, de donner des consignes, n'a pas été peut-être forcément saisie ou très claire de notre part. Et ça nous a évidemment beaucoup interpellés aussi, ces retraits ou ces silences sur notre propre démarche et sur la manière dont nous engagions évidemment les choses. Ceci dit, la circulation de la parole, on l'a trouvée extrêmement fluide, avec des interactions très simples, très faciles, à la fois dans l'atelier Zoom et évidemment dans l'atelier en présentiel. Ceci dit, une démarche complexe qui a pu demeurer assez floue aux yeux de certains et qui interroge, qui questionne vraiment toujours cet endroit finalement, quel est le bon moment ou le bon endroit finalement pour organiser cette participation. Donc je finirai juste par un aspect particulier que j'aimerais mettre en valeur, ce que ces ateliers ont permis aussi de mettre en lumière, de rendre visible, c'est cette figure de celui ou celle qui est parfois qualifié d'ambassadeur, de compagnon, voire de militant, et de mettre en évidence également, ces ateliers ont permis de mettre en évidence un certain nombre de trajectoires, de construction finalement de la relation avec le théâtre à travers les récits qu'ont pu faire les participants. Donc ces figures des ambassadeurs, des compagnons, des militants, on les voit apparaître dans les discours des théâtres, dans les souhaits, les intentions d'avoir, de construire les projets des théâtres avec ces figures-là. Eh bien, elles existent bel et bien, et c'était vraiment un des intérêts de ces ateliers, que d'en montrer finalement les contours, la diversité, et donc au-delà de la proposition d'indicateurs, ces ateliers ont été un espace pour cerner cette relation de proximité, pour essayer d'explorer un petit peu ce qu'on entendait finalement, ce qu'on peut entendre par proximité de la part de divers acteurs avec les scènes nationales, et la façon dont cette proximité se construit à travers des trajectoires. Donc là, je ne sais pas pourquoi ça s'est complètement transformé. Ma calligraphie, ce n'était pas du tout mon choix. Du coup, je n'arrive pas forcément à lire. Mais donc là, on a un certain nombre de retours, de témoignages qui nous montrent d'abord le caractère multidimensionnel des relations. Alors, il y a une analyse évidemment très approfondie à faire autour de la question la question de l'émotion, la question effectivement des formes de relations et d'implication, et de ce que ça engage pour les gens d'avoir cette relation avec le théâtre. Ce qui est évidemment très intéressant à noter, c'est que ces relations, dans le cadre de ce panel-là, du groupe qui était représenté là, c'est que la construction se construit sur un temps très long, avec des relations qui parfois, quand les gens sont ancrés dans le territoire, habitent depuis longtemps dans la ville, se construisent depuis l'adolescence, avec souvent le rôle de l'école, du lycée comme partenaire intermédiaire, qui ouvre finalement vers le théâtre. Et ensuite, la relation se transforme et prend d'autres chemins, se transforme en des pratiques qui peuvent être assez diversifiées finalement, de collaboration, de coopération avec le théâtre, ou simplement de spectateurs. Donc on a un certain nombre de retours par rapport à ça. Et puis, donc ici, de la part de certains partenaires, justement, comment voilà, cette relation s'était construite aussi pour eux à travers différentes formes d'engagement. Donc, je ne vais pas avoir le temps de beaucoup développer. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est de voir comment, de la part de ces personnes, dont je rappelle qu'elles sont constituées, c'était un groupe constitué de personnes proches du théâtre, comment, effectivement, ces personnes trouvent leur place dans ces deux théâtres, avec des expressions extrêmement fortes, des formulations extrêmement fortes. On n'est jamais seul ici. On m'a accepté tel que j'étais, ou encore, ici, c'est la rencontre des différences, mais qui renvoie à la vie de chacun.
Donc une construction une relation qui se construit aussi avec les équipes. Et c'est vrai qu'interroger sur la question de l'hospitalité ou sur l'appropriation du théâtre, on remarque bien l'importance de la relation humaine, de la relation sociale qui est construite avec les équipes des théâtres, et combien est appréciée l'attention finalement porter, les égards évidemment que les gens sentent à leur endroit de la part des équipes. Donc je vais m'arrêter là pour ce qui est de ma présentation et passer la parole à Elisabeth qui va justement insister sur ce qui constituait quand même la finalité première de ces ateliers, c'est-à-dire la co-construction de ces indicateurs qualitatifs. Je vous remercie. Oui, si tu veux, je le fais. Non, ça va aller. Merci Anne pour cette présentation donc, de la démarche générale. Donc, je vais essayer de ne pas trop répéter ce qu'a dit Anne, mais je vais peut-être parfois, puisque du coup, c'est je vais rentrer un petit peu dans le détail des indicateurs. Je vais donc peut-être aussi être un tout petit peu amenée, je suis désolée, à rappeler certains propos qui ont pu être évoqués hier, notamment pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et qui n'ont pas forcément tout entendu hier. Donc, d'abord, rappeler effectivement, comme l'a dit Anne, donc la construction des indicateurs qualitatifs, c'était au cœur de la recherche-action. Donc, c'était un petit peu la mission qu'on s'était donnée collectivement, donc les chercheurs et les équipes, de construire ces indicateurs. Je crois qu'on peut dire que c'était en fait un processus continu. C'est pas juste à la fin, une fois qu'on a travaillé pendant 4 ans et puis on se met sur une feuille blanche et on le fait. C'est vraiment un processus continu, c'est-à-dire que cette construction d'indicateurs s'est enrichie de toutes les discussions, tous les échanges, tous les entretiens qu'on a pu faire donc pendant 4 ans. Donc vraiment un processus continu. Alors certes, il y a eu quelques temps forts, il y a eu tout le travail, on l'a beaucoup évoqué largement hier, sur la question de la base des données, c'est-à-dire se dire finalement l'empreinte civique, c'est beaucoup focalisé sur la question des partenaires, sachant que là encore, la question des partenaires était aussi une manière de travailler le public, les populations, les citoyens touchés, concernés à travers ces partenaires. Ce n'était pas juste les partenaires pour les partenaires, mais le choix de travailler avec les partenaires permettait d'aller voir quelles sont les populations avec lesquelles travaillent ces partenaires. Donc il y a eu plusieurs temps forts, la question de la construction des bases de données, qui a donc permis de faire émerger un certain nombre de critères pour pouvoir évaluer. Et puis ensuite, l'autre temps fort, donc les ateliers participatifs dont Anne vous a parlé. Alors, je pense qu'il faut rappeler que... Voilà, merci. Ce qui est important, c'est que l'évaluation et la construction d'indicateurs qualitatifs, c'est quand même une opération un tout petit peu complexe et avant tout, c'est important de se mettre d'accord sur un vocabulaire. Ce n'est pas forcément adopter un vocabulaire unique, mais au moins se mettre d'accord. Donc nous avons choisi, enfin proposé en tout cas, d'utiliser une grille composée de critères, indicateurs, variables. Anne l'a évoqué, mais donc je voulais juste revenir dessus pour définir la manière dont nous, on a conçu ces 3 niveaux. Donc les critères qui correspondent donc aux principales composantes qui permettent d'une part de caractériser les partenariats, on l'a dit, et la relation au territoire, mais aussi de caractériser les projets des théâtres, leurs valeurs et les effets. Donc ça, ce sont donc des critères relativement, on va dire, généraux qu'il faut ensuite pouvoir spécifier. Donc on a utilisé un deuxième terme qui sont les indicateurs. Donc les indicateurs permettent de caractériser chaque critère de manière globale, qualitative, et ils sont donc indépendants les uns des autres. Et ensuite, on a des variables, et donc les variables, elles expliquent
la manière dont les indicateurs peuvent être atteints. Et elles sont plus précises, là encore, et plus concrètes, et peuvent être mesurées. Donc c'est un choix qu'on a fait. On avait déjà utilisé ce type de grille dans des expériences passées, dans d'autres recherches qui avaient été menées, et en regardant aussi, évidemment, les expériences qui sont faites par d'autres chercheurs. Alors, évidemment, comme Anne l'a dit, lors des ateliers, quand on explique ça à des personnes qui ne sont pas forcément habituées à ce vocabulaire, ça prend un petit peu du temps pour expliquer de quoi parle-t-on, et il n'y a pas forcément une compréhension immédiate de cette terminologie. Une autre distinction, on l'a pas mal évoqué hier, mais je reviens rapidement dessus, c'était le fait qu'une fois qu'on avait envisagé cette grille critères, indicateurs, variables, ce qui était important et ce qui arrivait dans les discussions avec les équipes, donc avec Hortense, Mathias, Christophe et Loïs dans un premier temps. Donc c'est cette petite équipe où on s'est réunis régulièrement, par Zoom souvent, pendant les 2 dernières années. Mais on a compris qu'il fallait séparer les deux. C'est-à-dire, d'un côté, avoir des critères universels, dont les critères, on va dire, peut-être nationaux, qui pourraient être utilisés par toutes les scènes nationales. Alors, quand on dit scène nationale, c'est parce qu'on travaillait sur les scènes nationales, mais ça peut aussi être pour d'autres lieux culturels, recevant des aides publiques ou d'autres lieux peut-être, mais en tout cas des critères universels. Et une grande partie de ces critères donc, ont été définis au départ dans le cadre de la base de données. Donc on avait réfléchi à ces critères universels à travers les bases de données, et ensuite on a aussi retravaillé cette liste, notamment avec une réunion avec Mathias où on a longuement étudié ces différents termes. Et on peut aussi peut-être renvoyer là-dessus sur le lexique qui avait été travaillé par Evry. Peut-être qu'éventuellement, Christophe ou Mathias, vous voudrez nous en parler un peu plus, où vous avez justement toujours dans cette idée de définir une terminologie, où vous avez donc fait un travail au sein des équipes pour définir 15 mots qui permettent d'illustrer ce qui compte pour ce théâtre. Alors, les critères locaux, donc les critères locaux sont spécifiques à chaque théâtre. L'idée, c'est de pouvoir, au-delà d'un certain nombre de critères généraux, pouvoir spécifier quels sont les objectifs, les valeurs portées spécifiquement par chaque théâtre. Et donc, ce travail-là, donc, il avait été... on avait commencé à réfléchir à ces critères locaux. Là, c'est un travail qu'on avait commencé à élaborer avec Mathias, plus particulièrement. Et c'est ce qui a été mis en débat dans les ateliers participatifs. Alors, cette sélection de 3 critères locaux pour chaque théâtre a été très compliquée, parce qu'une fois qu'on avait décidé qu'il fallait des critères locaux, comme on voulait mettre ces critères en débat avec les participants, on s'est dit il faut quand même déjà présélectionner d'une certaine manière le choix a été, la discussion a été ouverte au départ, on l'a dit, Anne l'a rappelé, donc soit on arrive avec une liste et puis on la valide, soit on laisse complètement ouvert, sachant que c'est quand même un processus un peu compliqué. Donc on a un peu choisi le entre-deux, c'est-à-dire qu'on a eu des discussions avec les équipes sur quels seraient les critères locaux. Alors autant vous dire que c'est compliqué parce que c'est très réducteur, évidemment, c'est un choix complexe. Quels sont les critères qui évoquent le plus la spécificité de chaque théâtre? Donc pour la scène nationale, on a retenu l'adéquation au territoire, des démarches collaboratives, l'appropriation, et à l'AMC, donc 93, la participation, l'émancipation, l'hospitalité. Mais autant vous dire que ça n'a pas été simple, qu'il y a eu d'autres projets, d'autres définitions qui ont été proposées à un autre moment. Lors d'une des discussions qu'on avait pu avoir, l'AMC 93 avait proposé la jeunesse, le territoire, le handicap, et puis finalement
Il y a beaucoup d'éléments qui caractérisent ces théâtres. Donc, évidemment, c'est très réducteur de se dire, on en prend 3. Est-ce que ces 3-là reflètent à fond chaque théâtre ou pas? De la même manière, à Ivry, à un moment donné, dans la discussion pour la scène nationale de l'Essonne, la question de l'adéquation au territoire ou de l'appropriation était souvent, est revenue assez régulièrement dans les discussions, mais il y avait aussi la question de la durabilité, la question du temps long, de comment on travaille dans la durée, comment tout ça peut être pris en compte. Et puis finalement, au final, on a décidé de plutôt choisir ces 3 critères. Donc, évidemment, c'est réducteur. Et surtout, ce qui est peut-être important de souligner, c'est que c'est plus, en l'occurrence, là, un outil pour la discussion dans les ateliers que se dire, maintenant, on peut définir la scène nationale par ces 3 termes ou la MC 93 par ces 3 termes, sachant que c'est souvent interchangeable et que je pense qu'assez facilement, on aurait pu intervertir les 3 termes et que chacun aurait pu s'y retrouver dans les 3 autres. L'idée étant vraiment d'avoir un objet de discussion pour la suite plutôt que de figer, puisque de toute façon, les scènes nationales ont aussi des projets qui évoluent, on l'a souligné hier, et que l'idée, c'était surtout pas c'est à la fois réducteur, et l'idée n'était surtout pas de figer les choses. Donc, à partir de ce travail qui a été très long en amont, on a donc organisé ces ateliers participatifs. Donc, je vais revenir sur un certain nombre de ces points. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des objectifs qui avaient été fixés au départ, ça a permis Anne l'a un petit peu évoqué, c'est-à-dire on avait un protocole, on avait défini, notamment Élise qui nous a beaucoup aidé en disant on va faire ça, puis pendant une demi-heure on fait ça, puis après pendant 1 heure on fait ça. Puis évidemment ça ne se passe pas du tout comme ça parce qu'il y a des discussions très riches qui se développent et qu'au final on n'a pas fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, mais on a fait plein d'autres choses pendant ces ateliers. Et donc là aussi, c'est très difficile de résumer en quelques minutes le fruit de 3 heures de discussion à Ivry, 3 heures à l'AMC, plus à nouveau 3 heures à Ivry plus tard. Donc c'est très, très, très synthétique ce qu'on vous explique aujourd'hui, mais c'est pour montrer que ces ateliers sont riches d'éléments imprévus aussi. Donc évidemment, la construction d'indicateurs et variables, c'était le but, c'était l'objet au départ, c'est-à-dire qu'on avait donc ces critères généraux et on leur disait et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Que signifie pour vous l'hospitalité? Que signifie pour vous l'appropriation? Et après, on essaye de construire avec les personnes les indicateurs et les variables qui vont permettre de caractériser ces grands critères. Donc ça, c'était ce qui était prévu. Après, on s'est dit, mais au-delà, comment ça se mesure concrètement, puisque finalement, ce n'était pas juste une discussion en l'air, mais on voulait déboucher sur des choses assez concrètes. Donc, concrètement, comment on les mesure, ces variables? Donc, je vous montrerai quelques exemples sans rentrer dans le détail. Et à un moment donné, dans les discussions, on s'était dit donc des critères universels, des critères locaux, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une possibilité d'avoir une image plus sensible, hein, et notamment c'est Christophe qui avait dit voilà, tout ça c'est presque un petit peu technique, voire technocratique, est-ce qu'on ne peut pas avoir une image plus sensible? Et finalement on a dans les ateliers obtenu, on a pu produire aussi une forme de couleur pour chaque théâtre. Et évidemment, les discussions ont été vives, animées, et ça a été aussi l'occasion de mettre en lumière un certain nombre d'enjeux fondamentaux pour chaque théâtre. Alors voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça va être très fastidieux et que c'est juste pour vous montrer un exemple de ce que ça peut donner. Donc, un des critères locaux à Ivry, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'adéquation au territoire. Donc ça, c'est le critère. Ensuite, vous avez une première colonne qui sont les indicateurs, donc tenir compte de la diversité socio-culturelle des habitants du territoire. L'adéquation, ça peut vouloir aussi dire tenir compte de la diversité des partenaires. Ça peut vouloir aussi dire la territorialisation du projet. Ça peut vouloir dire s'adapter au rythme du territoire, c'est-à-dire dans le temps, hein, les vacances, les journées, les périodes, etc. Être à l'écoute du territoire.
accueillir des propositions venant du territoire et mettre en place des instances de décision qui soient représentatives du territoire. Donc là, des indicateurs. Et ensuite, concrètement, comment ça se décline plus précisément. Donc je ne vais pas vous les lire tous, hein, mais par exemple, tenir compte de la diversité socio-culturelle des habitants du territoire, quelles sont les catégories touchées, l'âge, le sexe, les CSP, l'influence culturelle, les personnes en situation de handicap, les lieux de résidence, la mixité sociale, intergénérationnelle, culturelle, les actions menées dans une autre langue que le français, etc. Donc pour chaque indicateur, on a été plus loin dans la discussion. Je vous donne un autre exemple à l'AMC 93, donc la participation. Donc qu'est-ce que signifie la participation pour vous? Donc on a permis aux différents participants des ateliers de s'exprimer. Et donc là, par exemple, donc ça veut dire favoriser l'implication dans des temps collectifs, promouvoir le faire ensemble, permettre aux participants de trouver leur place, permettre la prise d'initiative par les habitants, favoriser des espaces démocratiques, accepter l'évolution du projet du théâtre. Et pareil, une fois qu'on a ces indicateurs, on essaye d'aller un petit peu plus loin pour préciser avec, par exemple, favoriser l'implication dans des temps collectifs, le nombre de types d'actions, le nombre de personnes concernées, le degré d'implication. Donc il y a des éléments qui sont un peu quantitatifs, l'autre qui sont plus qualitatifs, donc peut-être sur un curseur de 1 à 10, etc. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous voyez que c'est quelque chose de long et de très complet. Donc dans les premiers ateliers, on avait finalement plutôt travaillé sur les premières colonnes, hein, que ce soit à Évry ou à Bobigny, donc ça avait déjà pris beaucoup de temps d'essayer de remplir cette première colonne d'indicateurs. Et c'est là, après, à l'issue de ces premiers ateliers, où on s'est dit, mais il faut qu'on aille plus loin. Et c'est pour ça qu'on a continué à Évry, et qu'à Évry, on a pu continuer à travailler davantage, d'aller encore un pas plus loin dans la construction des variables. Alors du coup, ensuite, on a il est là. Je m'arrête. Oui. Donc je vais finir, je vais aller très rapidement. Donc les ateliers ont été des lieux d'échange, de débat sur des enjeux essentiels pour le théâtre. Anne l'a un petit peu expliqué, hein, donc l'idée c'était pas forcément de trouver un consensus sur l'ensemble des indicateurs ou des variables, mais aussi de susciter le débat, parce que permettre un nouveau questionnement. Donc je citerai juste 2 exemples. Hein. Comment mesurer la diversité sociale et culturelle? On l'a un peu évoqué hier, c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde la couleur des personnes dans la salle, hein? C'est une vraie question. Mais du coup, est-ce qu'il n'y avait pas un risque de racialiser toute la démarche? Donc des questions qui ont été débattues longuement sur qu'est-ce que ça signifie la diversité sociale et culturelle au sein d'une ville. Un autre élément, c'est comment apprécier la mise en place d'instances de décision représentatives du territoire. Donc la question, c'est qui participe, comment est-ce qu'on sélectionne les personnes, est-ce qu'on tire au sort de manière complètement aléatoire dans les habitants du territoire pour qu'ils viennent dans les instances, mais à ce moment-là, comment on fait pour qu'ils viennent? Donc, est-ce qu'il faut, par exemple, les payer pour qu'ils participent à ces instances? Voilà, donc des questions qui sont évidemment en suspens et qui ne sont pas tranchées définitivement. Alors, on a voulu aussi, à travers ces ateliers, aller un petit peu plus loin. On a réfléchi, donc, notamment, comment des outils de mesure. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais concrètement, est-ce qu'on a les éléments pour remplir, pour faire cette évaluation? Donc, des bases de données, on l'a évoqué longuement hier, des enquêtes quantitatives ou qualitatives qui pourraient être menées peut-être, par exemple, tous les 4 ou 5 ans au moment du renouvellement du conseil, du document de contrat d'objectifs et de moyens, peut-être des enquêtes ciblées pour évaluer certains projets spécifiques, mais aussi, donc, évidemment, toutes les cartes mentales, la cartographie,
des données de l'INSEE et autres modalités pour avoir ces informations concrètes. Alors, juste pour finir, très rapidement, donc, ce que ces ateliers ont permis, c'était aussi, d'une certaine manière, de produire une image sensible du territoire, du théâtre, donner une couleur. Donc là aussi, on l'a pas exploité à proprement parler, mais ce sont des éléments qui pourraient être utilisés, retravaillés par la suite. En tout cas, c'est un travail que l'on a mené dans nos ateliers et qui nous semblait intéressant de restituer. Anne nous a montré comment les gens se sont exprimés en disant quelle est ma relation au théâtre, comment moi je vis avec ce théâtre, qu'est-ce que le théâtre représente pour moi. Donc, on a aussi demandé aux personnes de dire en 3 mots qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Et donc, voilà juste quelques exemples. Hein. Donc, il y en avait beaucoup. Hein. C'était très riche, ça a pris beaucoup de temps. Du coup, on a passé le temps. On n'a pas voulu écourter cette période dans les ateliers parce que ça nous a semblé très riche. Et donc là, je vous donne quelques exemples de mots-clés à Évry. Hein. Je ne les ai pas tous mis, mais, parce que les gens se sont largement exprimés. Mais un trait d'union, la rencontre entre les habitants et les artistes, une luciole, une lumière, l'échange, la proximité, la découverte, l'hospitalité. Dans un autre groupe, hein, puisqu'on était en sous-groupe, ça a été un arbre fruitier. Donc un théâtre, on le nourrit et ça donne des fruits. Un bateau, puisqu'on vogue et on ne sait pas forcément où on va. Un voyage, un incubateur, un transmetteur, un résonateur. Un chantier en construction. Chantier au sens positif, hein, pas... voilà. Mais la 4e dimension, un réseau, un système nerveux, une présence. À Bobigny, d'autres mots, mais là aussi qu'on pourrait penser peut-être d'une certaine manière interchangeable, mais une passerelle, là où tout est possible, un lieu d'échange. Bon, l'échange et le partage reviennent évidemment beaucoup dans les 2 théâtres. Le croisement, la maison, l'épanouissement. Et puis dans un autre sous-groupe à Bobigny, c'était un bateau. Hein, le voyage, hein, le bateau, le voyage, ça revient quand même dans les 2 théâtres, c'est intéressant. Ça avait aussi l'idée qu'on part d'un endroit vers un autre endroit, mais qu'on ne sait pas exactement. Nous, on a vu avec le bateau pirate hier le projet. Donc l'idée du bateau, le bateau monde, des évasions, la ruche, un arc-en-ciel. Donc là aussi, ça reflète bien cette idée de couleurs, plein de couleurs. Une cuisine, une gare, un puzzle, le tout monde, le sacré. Donc je m'arrête là sur ces mots qui permettent aussi de montrer que les indicateurs qualitatifs, ce n'est pas que des chiffres, des données quantitatives, mais que c'est aussi intéressant d'explorer toutes ces images, ces couleurs qui peuvent refléter ces théâtres. Voilà, merci beaucoup. Je n'ai jamais préparé des PowerPoint, c'est trop long. On vous laisse venir peut-être. Tu l'enlèves du coup. Moi, je me suis dit que ce qui pouvait peut-être être très intéressant, c'était d'essayer de revenir sur ces 4 ans et d'essayer d'avoir une sorte de recul sur ce que ça avait modifié dans ma perception de cette question de l'évaluation et dans la manière dont on pouvait la mener et l'appréhender à l'intérieur de l'équipe et d'essayer de tirer une sorte de bilan personnel de cette aventure, de cette recherche-action. Alors, pour commencer ça, je me disais que c'était pas mal introduire ce propos par d'où je parle et finalement quelle est ma relation à l'évaluation. Pour moi, la question de l'évaluation est une chose qui a toujours été centrale et nécessaire à partir du moment où on est dans une revendication d'assumer des fonctions qui participent à un service public,
financés par de l'argent public, et que du coup, il y a vraiment pour moi une relation extrêmement forte à cette nécessité d'évaluation pour justement pouvoir alimenter le débat public et l'alimenter de manière, si possible, la plus complexe et dense possible pour pouvoir avancer dans notre réflexion sur l'utilité sociale et de financer finalement la culture et de nos établissements institutionnels. J'ai l'impression que ce qui a été dit hier par Bruno Micol, c'est-à-dire que la tentation qu'il y a eu dans les années 80 de finalement revendiquer la légitimité de nos structures par les retombées économiques qu'elles pouvaient produire, effectivement, est une impasse. Et pour avoir pendant 10 ans co-dirigé le Festival d'Avignon, je suis bien consciente de cette impasse, c'est-à-dire qu'effectivement le dialogue avec les politiques ou avec Bercy pour aller vite, que le ministère de la Culture ou les institutions doivent parfois mener, s'il n'est que sur cette question des retombées économiques, c'est absolument très vite absolument inutile et on ne peut pas être dans cette logique d'évaluation. Donc, par rapport à ce que je vous raconte là, j'ai toujours été vraiment animée d'un désir de l'évaluation en la considérant comme pas une contrainte chronophage, même si parfois elle l'est, et j'entendais très bien ce qui était dit aussi hier là-dessus, mais comme étant une chose d'un endroit d'imagination qui pourrait, peut-être même de manière assez poétique, c'est mon côté très optimiste, faire éclore un dialogue fécond entre les évalués et les évaluateurs. Effectivement, la manière dont moi je construis dont je construis les projets, dont je les mène, je pense qu'elle est très en tension entre, évidemment, les projets que je mène sont dans un endroit encadré par des chartes, par des missions, par des contrats d'objectifs et de moyens. Et en même temps, je pense que j'ai un fonctionnement extrêmement intuitif. Et je dirais que je suis tout le temps de l'un à l'autre. Et du coup, c'est important de dire ça, non pas pour décrire ma personne, mais plutôt pour essayer de rendre compte comment ça a été intéressant aussi, cette confrontation, me semble-t-il, mais fructueuse, entre des chercheurs et des personnes qui sont plus empiriques. Je ne sais pas si Christophe s'associera à cette chose-là, mais voilà. Très vite, donc pour l'évaluation, c'était un sujet qui me semblait important et notamment j'en avais fait un sujet de partage et de discussion publique entre le Festival d'Avignon et les différentes structures publiques du Syndéac et la FNCC qui était une association d'élus. Il me semblait qu'au départ, l'évaluation devait être à cet endroit-là. Et je pense ce constat était partagé. Et après, la discussion tournait assez vite court. Ça a été des discussions de chantier de plusieurs années au Festival d'Avignon, parce qu'on avait bien ce désir de faire de l'évaluation un lieu de dialogue, mais on n'en avait pas les outils. Donc, l'idée de dire à un moment donné, quand je rédige mon premier contrat d'objectifs et de moyens, il faut réfléchir à cette question de l'évaluation. Et là, Bruno Micol, que vous avez entendu hier, qui était dans notre référent à la DRAC, me dit, c'est marrant, à Évry, ils ont dit la même chose, Christophe Blondin-Estonnet dit la même chose, est-ce que vous ne voudriez pas vous rapprocher pour essayer de penser ça? Il s'avère qu'avec Christophe, on se connaissait depuis... de nombreuses années, même si on n'était pas forcément en conversation régulière et qu'on avait pu des fois échanger justement sur ces questions des services publics et des politiques publiques pour la culture. Et du coup, ça a été assez facile et stimulant de réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait du coup être en capacité de proposer pour cette évaluation qu'on voulait différente. À l'intérieur de l'AMC 93, j'avais posé le projet, quand j'ai été nommée à la direction de l'AMC, essayer de trouver les moyens à l'intérieur même du projet de réinterroger la question de l'institution. J'étais partie du constat que je trouvais qu'on avait l'impression qu'on était tout le temps sur la défensive, à essayer de justifier notre légitimité, et qu'il me semblait qu'au contraire, il fallait en faire un sujet même du projet.
Et c'est en ce sens que la fabrique d'expériences, qu'on a appelée comme ça, revendiquant non pas des résultats mais des expériences, un des pans de la fabrique d'expérience était, dès le départ, à viser de réinterroger l'institution elle-même dans son fonctionnement et donc d'ouvrir la porte à une participation de l'extérieur de l'institution à la construction même du projet à l'intérieur. Je dis ça parce que je pense que la recherche-action telle qu'on l'a vécue à l'AMC 93 a été, on pourrait dire que c'est un des projets de la fabrique d'expérience. Et donc c'est une expérience, et donc c'était vraiment quelque chose dans laquelle on a pu s'impliquer. Pour vous donner un exemple, on avait déjà commencé, en fait, si vous voulez, quand on a commencé à dire en 2017, on va faire une recherche-action avec l'équipe de géographes, avec la scène nationale de l'Essonne à Évry, et ensemble on va travailler là-dessus. Ça nous a obligés de mettre cette question de l'évaluation en mouvement à l'intérieur même du projet, de nos organisations à la MC 93. Et puis ça m'a obligé, moi aussi, et Mathias Troncal, qui a vraiment été mon binôme dans toute cette affaire, à se donner du temps, puisque c'était un projet inscrit, donc on se donnait du temps pour réfléchir et tout ça. C'est un problème régulier, en fait. Notre problème, c'est plutôt qu'on a des envies, y compris sur les questions d'évaluation, de réflexion, et qu'on n'arrive pas à se donner du temps. Là, on était obligé de le faire, et c'était formidable pour ça. Je voulais vous raconter juste, avant, on avait essayé de faire des choses d'évaluation qui étaient très intéressantes. On a appelé ça évaluation, mais qui était, en même temps qui avait des limites. C'est-à-dire qu'on s'est dit, chaque année, on prend un mot, qui est un mot qui nous travaille au sein de l'AMC 93. Et ce mot-là, on le réfléchit en interne dans l'équipe. Et on essaye aussi ensuite d'en faire une journée d'études qu'on ouvre plus largement à nos collègues, aux habitants, enfin de manière publique. Et donc il y a eu 3 mots qui ont fait l'objet de 3 journées d'études. Un mot qui était sur l'hospitalité, qui était un embryonnaire dans le cadre de la journée d'études, mais qui a fait tout le projet du hall dont Mathias vous a parlé hier. Un mot qui était la participation, qui a fait l'objet d'un séminaire interne et d'une journée d'études. Et un autre mot qui était l'émancipation. Donc c'est les 3 mots dont Elisabeth a parlé, qui étaient des mots qu'on avait décidés. Et c'est une décision qui est là pour le coup, pas la mienne, mais vraiment l'objet de discussion interne, où tout à coup on se saisit d'un mot. Le prochain mot dont on veut se saisir, c'est la peur, pour vous donner voilà, une idée. Alors notre logique de méthodologie, c'était on prépare un séminaire interne qui donne une journée d'études, puis après on se retrouve en séminaire interne pour évaluer des critères. Donc jusqu'à la journée d'études, c'est hyper bien passé. Après, quand on s'est retrouvé en séminaire interne pour essayer de trouver des critères ou des indicateurs pour mesurer ce qu'on avait dit. Là, on était, je sais pas, comme une poule devant un marteau, je sais pas quoi. Enfin, on était complètement démunis. On n'a absolument pas réussi collectivement à dépasser ça. Mais la recherche-action, elle nous a donné, donc ça c'était avant, en parallèle de cette recherche-action, il me semble des outils, et en tout cas pour ma part, elle nous a totalement décomplexés dans cette capacité de justement ne pas se retrouver coincé sur la question des indicateurs, mais au contraire de pouvoir essayer d'en faire des choses imaginaires. Quand une des conclusions d'Elisabeth dit que les indicateurs, c'est donner une couleur au théâtre, tout à coup, c'est super, parce que alors là, ça nous permet d'inventer des choses qu'on n'aurait même pas imaginées, étant effectivement au départ complètement coincés par une vision de l'évaluation liée à des indicateurs chiffrés, qui est celle qui nous a beaucoup enfermés. La question d'être à 2 lieux, ça a été aussi très important pour moi. Ça a été, à un moment donné, une prise de conscience que, en travaillant énormément à l'intérieur de nos projets, pardon, hein, j'ai trop fumé de cigarettes hier, j'ai pas du tout le Covid, donc je vous rassure. Mais c'était l'idée de tout à coup se rendre compte qu'on avait des codes, des langues, des structures qui devenaient extrêmement internes et qui pouvaient peut-être comporter un risque d'enfermement. Et du coup, cette question de tout à coup travailler non seulement avec des chercheurs qui tout à coup n'ont pas du tout la même langue et la même manière d'appréhender les situations et de les confronter, et en même temps aussi avec une autre structure
qui sur le fond avaient des ambitions assez similaires aux nôtres, mais une manière très différente parfois de les mener, et des mots aussi différents. On a passé beaucoup de temps dans un registre lexical, mais c'était vraiment passionnant pour moi parce que ça permettait de prendre conscience à la fois qu'on était en train de développer une langue tout à fait interne, et en même temps de voir quelles étaient les forces et les limites de cette langue interne. Je pense aussi que cette recherche-action elle nous a permis de partager avec l'équipe cette question de l'évaluation, comme je l'ai déjà un peu dit. Et à un moment donné, il y a eu plusieurs moments très importants de prise de conscience, de révélation, en tout cas pour moi, mais il y avait cette question qui a peut-être été un peu de temps en temps une confrontation, c'est-à-dire entre une ambition d'essayer de trouver que la recherche-action permette de déboucher sur des choses modélisables et transmettables, c'est-à-dire à d'autres scènes nationales, à d'autres institutions, que ça soit plus large que pour le cas juste de Évry et Bobigny. Et évidemment ce désir aussi de rentrer en profondeur dans l'analyse fine des projets que nous menons. Donc il y avait un peu cette espèce de tension paradoxale qui explique en partie, je pense, un des déroulés de la recherche-action, y compris sur cette notion quand même un peu bizarre de critères universels et de critères locaux, mais qui est peut-être un peu la résolution où on est arrivé. Sur lequel je ne sais pas si c'est vraiment heureux ou pas. Est-ce que c'est des critères situés et des critères partageables? En tout cas, c'était une des lignes qui nous a, je pense, accompagné cette tension. Au final, si je vais en conclusion, je ne sais pas où j'en suis. En conclusion, je dirais, là, je viens de rédiger mon 2e contrat d'objectifs et de moyens, dans lequel j'ai proposé donc aux différents partenaires partenaires publics financeurs de la MC 93, qui sont le département, la ville de Bobigny et l'État, de faire de l'évaluation un objectif, un des grands chapitres, en fait des 5 grands chapitres du contrat d'objectifs et de moyens, et de jouer. Et je l'ai dit au conseil d'administration que pour moi c'était une chose assez ludique. Donc j'ai fait des grands tableaux d'indicateurs avec des indicateurs qui sont un peu folkloriques, mais en même temps c'est pour essayer. Et disons de se dire que finalement on essayait des choses et on allait bien voir si c'était pertinent ou pas. Mais que du coup cette question de se dire que c'était un projet, un objectif qui était partagé entre l'AMC et les différents financeurs publics, j'ai l'impression que ça nous a tous... amusé et pas, j'ai l'impression, de manière sérieuse, quoi, que tout à coup on s'est dit mais c'est super, c'est devenu un lieu de discussion. C'est-à-dire que la MC 93 propose des choses et ces choses deviennent les lieux de discussion. J'espère, et j'ai l'impression que c'est en train de devenir ça. C'est même un des moments d'animation du conseil d'administration au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'il y a des vraies discussions et la nécessité tout à coup pour chacun de se positionner et de participer à cette évaluation. Voilà. Donc je dirais que cette recherche-action, elle est formidable dans ce qu'elle peut produire d'outils intellectuels et j'espère bien qu'il y aura un ouvrage et voilà. Mais concrètement, elle a déjà eu un effet, c'est-à-dire qu'elle m'a permis de faire des tableaux d'indicateurs pour mon com et d'en faire un outil qui était, me semble-t-il, intéressant. J'ai pris conscience aussi que l'évaluation, toutes les tentatives dont je vous avais parlé avant, elles n'étaient pas abouties parce que il manquait le compagnonnage des chercheurs. Et donc, il me semble bien que cet accompagnement de chercheurs, donc on a choisi des géographes, mais je pense peut-être, Christophe, tu vas parler pourquoi on a choisi des géographes ou... Non. Donc j'en parlerai. Mais en tout cas, le compagnonnage des chercheurs était extrêmement important. Il est nécessaire. Sinon, on peut faire effectivement de l'auto-évaluation et de l'évaluation classique, mais voilà. Et du coup, ça pose une question quand même qu'on a posée avec Christophe au ministère de la Culture, c'est que cette évaluation nécessaire, elle nécessite le compagnonnage des chercheurs, et donc elle a un coût quand même. Et du coup, en tout cas, si on veut sortir de l'auto-évaluation,
tout à coup, il faut changer notre manière de voir l'évaluation et l'inscrire dès le début du projet comme étant partie, me semble-t-il, intégrante du projet de nos institutions. Alors sur le choix des géographes, je pense qu'une des choses qu'on avait en commun avec Christophe, c'était la conscience que notre projet se faisait avec un diagnostic territorial, un arpentage des territoires dans lesquels ils étaient posés ou ancrés ou situés, je ne sais pas, c'est des discussions qu'on peut avoir. Mais en tout cas, qu'il y avait une rencontre qui s'était fait, un travail préalable qui était peut-être de l'ordre géographique. Et d'une certaine manière, on s'est dit, tiens, est-ce que ça ne serait pas intéressant dans nos premières discussions de justement faire appel à un regard de géographe qui est peut-être moins évident comme ça pour évaluer l'empreinte civique d'une institution culturelle, mais qui nous apparaissait absolument pertinente et en lien avec la démarche très empirique, encore une fois, que j'essaie de décrire. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue et merci beaucoup. Avant d'aborder vraiment le sujet, je voudrais juste faire une petite précision, un préalable. Ce qui est un non-dit jusqu'à présent, mais qui n'est pas pour autant un impensé, c'est que c'est la place des artistes dans tout ça. Je vais juste rappeler que, en parallèle de ce travail, nous avions décidé, la MC 93 et nous, de mener un autre chantier qui était le choix des esthétiques dans chacun de nos contextes. Il se trouve qu'on a commencé, on a eu plusieurs séances de travail avec des chercheurs, des penseurs des esthétiques, et puis pour des raisons de mobilisation et de disponibilité, plus que ça, ce projet, à un moment, pris par le quotidien, on l'a mis un peu de côté, mais ce que je veux dire, c'était important, c'est qu'au départ, il y avait ce travail sur l'empreinte civique avec les géographes, et qu'il y avait en parallèle cette question sur les esthétiques. C'est une manière de dire que c'est important de rappeler que la place et les artistes n'étaient pas là. Et n'étaient pas un impensé. Alors, tout ce que vous auriez voulu savoir sur l'évaluation, sans jamais oser me le demander. En 2001, le cinéaste Pierre Carle sortait un documentaire avec Pierre Bourdieu. La sociologie est un sport de combat. Je vais peut-être tenter de manière modeste et respectueuse, j'espère, une déclinaison actuelle qui serait pour moi l'évaluation est-elle un sport olympique ? Non pas tant que nous ayons travaillé pendant 4 ans, soit la durée d'une Olympiade, mais peut-être pour d'autres raisons qui sont liées à un certain nombre de valeurs, de modalités, de devises ou de références que suppose l'olympisme et le sport de manière plus large. On pourrait dire dans un premier temps que notre travail sur ces 4 années n'est pas sans rappeler le suivi longitudinal des athlètes, à savoir la définition d'objectifs concertés entre un athlète et ses entraîneurs et ses instances fédérales, ou entre alors je ne sais pas qui sont les entraîneurs et les athlètes dans cette histoire, les géographes, nous-mêmes et nos partenaires. Suivi longitudinal des athlètes aussi, avec des modalités de mesure qu'il a fallu poser, mais qu'il a fallu aussi régulièrement réinterroger, et donc avec des temps de contrôle et des échéances qui sont nécessaires. Suivi longitudinal aussi qu'on pourrait retrouver avec des analyses d'écart entre le projet initialement prévu, l'état de la performance à un temps T, dans une perspective de compétition. Et puis, probablement aussi le suivi longitudinal qu'on pourrait retrouver sur comment accompagner des mesures qui obligent à régulièrement constater, à régulièrement retravailler et s'intégrer dans une perspective avec un certain nombre d'aléas.
Deuxième élément, sur le parallèle avec l'olympisme, dans la devise olympique, donc plus vite, plus haut, plus fort, chaque sport se retrouve selon ses spécificités, selon ses modalités d'exercice. Pour l'évaluation, je retiendrai le second terme de la devise, à savoir plus haut. C'est-à-dire que j'ai eu ce qui est une manière de dialoguer avec ce qu'évoquait Hortense, j'ai eu le sentiment que ce travail sur l'évaluation nous obligeait à prendre une hauteur, une distance, et nous contraignait à traiter un sujet dans sa globalité, à ne pas être forcément sur l'obstacle, la prochaine haie à venir, la rivière à traverser dans le 3000 steeps, mais d'être sur la globalité du parcours. Et cette globalité du parcours, elle suppose de l'échauffement à la remise espérée de la médaille. Elle suppose le parcours lui-même, la diversité des obstacles et tout ce temps de préparation. Et je pense que l'évaluation menée telle que nous l'avons travaillée, pour moi, elle évoque cette nécessité d'englober l'intégralité d'un objet à étudier. Troisième point, sur l'évaluation et le sport, et particulièrement l'olympisme. Ce qui me paraît important dans le travail qu'on a mené, c'est que c'est l'écueil entre d'éviter le storytelling pour une narration plus objectivée des choses. Je vais prendre deux exemples qui nous concernent, c'est-à-dire que c'est un moment aborder les choses pour ce qu'elles sont, et parfois dans la difficulté de les estimer au sens de l'évaluation. Deux exemples récents qui concernent la scène nationale. Comment traite-t-on et évalue-t-on des choses qui peuvent apparaître comme étant positives et des choses qui peuvent apparaître comme étant des échecs? Et je reviendrai sur la question d'échecs pour finir. Le premier exemple qui est un échec, mais moi je pense que les défaites font partie du sport et qu'elles sont aussi intéressantes que les victoires. On a mis en place une programmation d'été depuis 2 ans, 2 saisons maintenant, et on a tenté, sur ce qu'on a cru être une demande de terrain, de mettre en place une programmation d'été en salle, une partie de la programmation d'été en salle. Je trouve que c'est un échec complet. Comment est-ce qu'on estime cette chose-là? Comment est-ce qu'on l'évalue? Comment on peut tenir compte de l'impact de la proposition et de l'impact de l'échec sur la proposition? À l'inverse, parce que j'ai mis en avant les travers du storytelling, notamment dans le sport, mais je ne pourrais pas m'empêcher d'en faire pour ce qui nous concerne, ça peut être aussi positif. Quand il y a quelques années, 2 ans, je crois, 2-3 ans, ça, vous avez vu, on est dans un centre commercial, donc il y a des services de sécurité. Ces services de sécurité sont majoritairement assurés par des gens qui sont sénégalais ou d'origine sénégalaise. Et puis, il y a 2-3 ans, ils nous ont dit à un moment, vous bloquez votre journée, là. Et ils ont invité la trentaine de salariés qu'on était à ce moment-là à un repas sénégalais pour nous dire, voilà, c'est une manière de saluer la relation que l'on a. Comment cette chose-là se traduit au-delà de ce que je fais de manière un peu démagogique devant vous, comment ça se traduit en estimation de l'impact sur le contexte, mais de cette invitation, quel impact sur le projet. Donc du coup, c'est une chose qui va. Je pourrais ajouter quelques autres points sur l'évaluation et le parallèle avec le sport. 2 choses sur la collaboration avec l'université de Cergy et avec la MC 93. Ce qui m'a intéressé dans ces 4 ans de collaboration, c'est qu'on a davantage été sur une logique de sparring partner que d'adversaire, qu'on a davantage été dans une logique d'échange et d'amélioration de nos pratiques en se mettant en situation de combat, pour reprendre la citation bourdivine, qu'en situation d'opposition. Et ça paraît rien de le dire, mais dans un secteur qui ne s'assume pas
pour ce qu'il est, à savoir extrêmement concurrentiel. C'était intéressant d'avoir ce rapport-là. Et de la même manière, moi j'ai le sentiment d'avoir plus vécu les temps de travail comme non pas des matchs aller-retour avec des adversaires, mais plutôt comme une étape. C'est-à-dire que Bobigny, Cergy étaient, même si on ne s'est pas forcément systématiquement déplacé, mais étaient autant d'étapes qui marquaient ce parcours-là. Quelques autres signes avant d'arriver au point pour moi le plus important. Ce qui était intéressant aussi dans ce qui s'est joué sur ces 4 années, c'est que en matière de sport, et on vient de le vivre encore récemment avec des évolutions par l'International Board en rugby, les règles sont en permanence travaillées, revisitées et évoluent. Mais néanmoins, il n'en reste pas moins des règles et qui font communauté et qui définissent un cadre d'échange, un cadre de développement commun. Et donc, j'ai eu le sentiment aussi que c'est une chose qu'on a posée, c'est-à-dire que dans ce travail d'évaluation avec la recherche-action, on a défini un certain nombre de communs, pour enfiler une perle de la banalité qui est devenue ce terme aujourd'hui. On a défini un certain nombre de communs qui permettaient d'être dans ces règles communes qui font qu'on peut aller à l'extrême de la règle, mais on reste dans la règle. Une fois que la règle est franchie, on est hors jeu. Et que ce qui était intéressant, c'est que la définition de ces règles communes nous a permis cet échange, cette confrontation, là aussi par l'électrosport, mais cette confrontation enrichissante, et que ces règles-là, pour autant, ne sont pas gravées dans le marbre, et que les évolutions se font régulièrement. Autre chose sur le parler avec le sport, j'ai l'impression que ce travail d'évaluation, c'est un sport d'extérieur. C'est-à-dire que c'est un sport qui doit tenir compte d'éléments objectivement non maîtrisables, comme la météo, l'état du terrain, et même si vous anticipez en chaussant des crampons différents, si la pelouse est plus ou moins grasse, et bien donc votre jeu sera différent. Et l'évaluation, pour moi, elle tient compte de ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une évaluation qui ne tiendrait pas compte de l'état du terrain, que ce soit les attentats de 2015 ou la crise sanitaire actuelle. Donc cette capacité à être dans une adaptation, non pas, une adaptation tout à fait responsable et maîtrisée, mais dans une adaptation objectivée. Enfin, peut-être le point, pour moi, le plus important, c'est la reprise de la phrase que l'on attribue à Pierre de Coubertin. L'important, c'est de participer. Je pense que dans l'évaluation, c'est extrêmement déterminant. Mais si je le reprendrai, alors je ne sais pas si elle a une affection particulière pour le sport, mais je le prendrai plus à l'endroit de Joël Sachs, à savoir que les 3 dimensions de la participation, c'est-à-dire participer pour moi dans l'évaluation, c'est prendre part, être impliqué dedans, c'est recevoir une part, recevoir quelque chose de ce travail qui se met en jeu, et aussi apporter une part, contribuer à cet endroit-là. Et que c'est cet équilibre entre ces 3 dimensions de la participation qui fait la qualité et la réussite du travail de participation et de l'évaluation. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que cette démarche triple de la participation, donc hommage à Coubertin sur l'importance de participer, c'est que ça vient placer aussi chacun des partenaires à un endroit de responsabilité. Ça vient placer chacun des partenaires à un endroit de la discussion en équivalence. Tout d'un coup, on sort d'une position évaluative qui est soit une position du dédain, du mépris et du rejet, soit une position de la soumission et de l'inféodation, la position de l'inféodé à l'évaluation. D'un coup, l'évaluation devient objectivement une instance de négociation. Et donc, cette instance de négociation,
elle suppose non pas d'être sur une évaluation a posteriori, mais sur une évaluation a priori. C'est-à-dire que vous savez d'emblée et vous avez négocié d'emblée l'objet qui va être évalué. Et ça met un endroit de responsabilité, d'équivalence, et qui renvoie pour moi à la question, continue avec mes métaphores sportives, à la question équitable et à la question éthique de savoir quelle est la position qu'on a, et non pas de découvrir a posteriori que quelques dopages ou subterfuges aient pu être utilisés. Enfin, je terminerai sur deux choses. Daniel Herrero, les frères Herrero, joueurs et entraîneurs emblématiques de rugby, expliquent très bien que dans un club de rugby, ce qu'on commence à construire, c'est le clubhouse, parce qu'on sait qu'on va y faire les troisièmes mi-temps, et puis après on construit le terrain, et éventuellement on peut se rencontrer. Alors je vais le dire, c'est peut-être naïf, c'est à 2 balles, mais à l'âge que j'ai, j'assume mes naïvetés. Ça a été un moment extrêmement heureux et joyeux, ce travail de recherche-action. On peut bosser beaucoup, je pense, bien je l'espère, mais aussi dans un bonheur de faire ensemble. Et je tiens à signaler, parce qu'on est prompt à pointer les difficultés de nos métiers, de nos hommes, mais cette démarche, ça me rappelait les troisièmes mi-temps, avec cet esprit, une fois que la chose est faite, la fraternisation est possible. Et puis enfin, je terminerai sur la question de l'évaluation avec Michel Serres, qui est un grand amoureux de la chose ovale, de la gonfle, comme on dit, un grand amoureux du rugby, expliquait très bien que dans le sport, l'important, c'est aussi la défaite. C'est-à-dire que c'est un moment, une manière de se confronter à sa propre finitude, pour mieux l'admettre, pour mieux la travailler, peut-être pour mieux la dépasser. Et que ce travail sur l'évaluation, pour moi, il est à cet endroit-là aussi. C'est-à-dire de cette capacité à poser, objectiver, ce qui est une chose pas forcément considérée comme étant une réussite, mais à l'admettre, à le poser et à en faire un objet de travail, retravailler ses fondamentaux, repasser par les fondamentaux du sport, mais aussi par les fondamentaux de nos métiers. Donc, voilà, et comme dirait Roger Coudert, pour la suite, allez les petits. Anime cette session, donc on s'auto-anime, on participe tous et personne ne va... Hein? Il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre, on s'auto-gère et donc voilà, donc surtout voilà. Je voulais juste te dire qu'il y a des horaires de fin de mi-temps. Il y a des horaires de fin de mi-temps, mais comme on a un petit peu commencé en retard, je pense qu'on peut peut-être se donner quand même un petit temps d'échange. Hein, on a le droit de changer les règles du jeu? Non, on avait prévu de déjeuner à... Attends. Non, il y a d'abord des sessions, Elisabeth. Non, on avait prévu des sessions à 11h, mais est-ce qu'on... C'est pas le contrôle antidopage qu'on va demander, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut commencer... Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on commence les sessions à 11h15? Voilà. Au lieu de 11h. Oui. Voilà. Donc du coup, ça... Si on veut, on se donne quand même quelques temps de questions, d'échanges par rapport à tout ce qui a été dit. Et moi, je voulais juste remercier beaucoup Christophe et Hortense pour vos propos. Oui, Chloé. Ah, je crois qu'il y a un... Merci pour cette conclusion, en tout cas sur les résultats. Et puis,
le fait que vous puissiez montrer concrètement voilà, ce que ça a pu vous apporter, cette recherche-action. Moi, j'ai 2 questions côté direction et puis une question recherche. Pour Hortense et Christophe, du coup, je voudrais savoir, en fait, à la base, la composition des membres du conseil d'administration et voir si, finalement, cette recherche-action a engendré une place plus grande au public, habitants, usagers, en tout cas dans les instances de gouvernance, ou si vous l'envisagez, ou bien c'est pas quelque chose d'actualité. Et puis aussi, finalement, quel est l'essaimage vers d'autres scènes nationales concernant justement ces indicateurs, ces nouvelles finalement modalités d'action en termes d'évaluation. Et puis pour la recherche, je m'interrogeais concernant les mots-clés. Est-ce qu'après vous avez travaillé ces mots-clés pour les catégoriser et puis effectivement pouvoir donner une couleur à chacun des théâtres ou pas du tout? Pas encore, mais c'est quelque chose que vous envisagez à terme? Oui. Sur les conseils d'administration, en fait, on n'a pas vraiment... c'est un peu nos patrons, on va dire. Donc, c'est pas nous qui décidons de la composition des conseils d'administration. On peut inciter en demandant si... Voilà. Et puis, il faut que les personnalités partent pour qu'elles puissent être remplacées. Donc, j'ai l'impression que c'est plus dans l'animation des débats, en fait, et d'en faire des questions, de se dire finalement comment l'évaluation, ce que disait Christophe, devient une chose qui est une responsabilité partagée et qui fait l'objet de débats, notamment dans nos conseils d'administration. C'est essentiellement les différentes collectivités publiques financeuses qui ont des voix prépondérantes et il y a des personnalités associées, on va dire. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Après, dans la manière d'associer, par exemple, on a beaucoup parlé des questions d'appropriation dans nos échanges, en fait. Donc la plupart du temps, la configuration de nos échanges était à 4 plus 2, puisqu'il y avait Loïs et Mathias qui étaient... voilà. Et après, on peut dire qu'il y a quelque chose qui a infusé dans nos équipes, puisqu'on essaie de raconter nos échanges. Alors ça a une limite. Dans l'idéal, il aurait fallu que toutes nos équipes soient là dans les échanges. On a fait des moments de temps avec les équipes, mais donc on a à un moment donné une limite humaine du nombre de gens autour de la table pour pouvoir parler, quoi. Je sais pas ça. Mais par exemple, dans les notions, la notion d'appropriation. Et puis par exemple, on s'est rendu compte avec Christophe, en tout cas moi je m'en suis rendu compte dans nos discussions, qu'il y avait une chose qui était très intéressante dans un processus à évaluer, c'est-à-dire que généralement, de manière classique, on va chercher un partenaire associatif qui lui-même va pouvoir être un intermédiaire entre le théâtre et les habitants. Et en fait, on s'est aperçu que ce qui nous intéressait et qu'on voulait du coup être attentif à ça, c'est que de manière... c'était pas systématique, mais quand même, c'était intéressant et assez souvent qu'à un moment donné, ça devienne les partenaires qui devenaient force de proposition des projets. Ce qu'on a appelé, par exemple, des projets rebonds. Alors, je ne sais pas si c'est une terminologie, on va dire, universitaire possible, mais en tout cas, pour nous, tout à coup, cette idée de mesurer le fait que qui était à l'initiative du projet culturel que l'on menait, du partenaire, d'un individu ou d'une personne de l'équipe ou de la direction, tout à coup, c'est forcément différent. Et en même temps, c'est assez passionnant de se dire que chaque projet a son histoire, dont on ne sait pas très bien comment elle est née. N'empêche que les projets font l'objet d'une appropriation par les participants, que ce soit eux qui soient à l'origine du projet, ou nous, ou quelqu'un d'autre, etc. Mais en tout cas, cette question du projet rebond, par exemple, pour moi, c'était une chose tout à fait nouvelle à penser, liée à la recherche-action. Et du coup, forcément, ça modifie une manière de travailler. Deux choses. Sur le deuxième point que tu évoquais par rapport aux autres scènes, enfin, aux autres établissements culturels, pour le dire comme ça, oui, ça fait partie des objectifs. Puis je pense qu'on est plutôt dans... On ne se l'est jamais dit, mais je crois qu'on est plutôt dans une logique open source.
Donc, bien commun, et puis tout ça a été financé par l'argent public, donc je pense que c'est assez cohérent, quitte à ce que ce soit revisité par ceux qui l'utiliseront pour le reprendre et le décaler, mais bien sûr, le version... alors, sur les instances, il y a ce que dit Hortense. Après, moi, ça me concernera plus parce que je change de club. Je suis sur un transfert. Mais il y a une chose qui est sortie de nos échanges qui peut-être pourrait exister à l'avenir à la scène nationale. C'était l'envie des participants aux ateliers de se dire, mais c'est une hypothèse qui a été évoquée, mais pourquoi on ne se ferait pas une fois par an une journée avec cette diversité, habitants, partenaires et salariés de la scène nationale. Une fois par an, on se fait une journée d'échange, réflexion, pas forcément strictement liée à l'évaluation, mais ça, c'est émergé, cette histoire a émergé des 2 groupes de travail qu'on a fait et c'était porté par les participants. C'est une chose qu'on a traduite comme une perspective. Non, mais il y a des chercheurs. Vous avez une question ? Merci. Oui, je voulais faire un petit commentaire et un parallèle d'une autre nature que ce que vient de faire Christophe avec le sport. Ce que je perçois, puisque aujourd'hui je découvre l'ampleur de ce que vous avez fait, c'est que, si je comprends bien, vous êtes parti d'une forme d'insatisfaction de ce qui est demandé aujourd'hui et qui traverse l'ensemble des activités de nos sociétés. C'est ce qu'on met derrière le mot d'évaluation. De l'économie, des chiffres, des tableaux qui, au fond, je crois que vis-à-vis des acteurs, et c'est ça qui est paradoxal, finissent au fond d'un tiroir, sauf dans celui de Bercy. Bercy regarde, mais je ne sais pas si le ministère, et je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, mais je peux vous parler du ministère de la Recherche, ne fait aucun retour sur les évaluations que nous sommes sommés de produire en permanence. Donc, ce qui m'intéresse énormément, c'est que vous avez décidé de faire une évaluation d'un autre type, en se dégageant des chiffres, mais en mettant quand même, en se dégageant des chiffres pour être créatif, et vous en avez fait un temps joyeux, un temps de risque aussi. C'est pas simple de s'exposer et d'exposer au risque d'entendre des choses pas forcément agréables. Un temps d'éveil, donc ça a créé une dynamique sur le long terme dans vos équipes, de ce que je vois. Et vous avez eu la chance à la fois de cette liberté, de la créativité, d'expression, de choisir le terrain de ce qui, à vos yeux et aux yeux de celles et ceux que vous approchez et que vous emportez, a de la valeur. Et donc vous êtes revenu sur une valeur. Et en sciences, on a eu exactement le même chemin. Si on prend les 2 siècles où la science, bien sûr qu'elle a produit avant, mais en tout cas la science est passée d'une posture de valeur, et c'était indiscutable et personne ne le mesurait. Et ensuite, on est rentré sur du quantitatif. Il a fallu mesurer la production, mesurer l'impact de la production en nombre de citations, etc. Et aujourd'hui, on en revient, et le CNRS, ici présent certainement, l'exprime haut et fort, cette notion d'impact, de nombre de citations, des scientifiques, authenticité, est en train de devenir obsolète pour revenir à des valeurs. Quel sens ? Quelle est la raison d'être de la science ? Et ce chemin, cette bascule entre la valeur, la quantifier et revenir à la valeur, je crois que vous en êtes aussi à ce stade et vous êtes peut-être en avance sur ce qui se fera demain. Et c'est une forme de révolutionnaire de l'évaluation. Et en ce sens, ce que vous faites là est un travail, je crois, qui vous dépasse largement et qui doit s'imposer dans la société. Il faut qu'on sorte de cette société de la transparence où il n'y a que la mesure et que le quantitatif qui doit être exposé, et au fond, on n'en tire aucune leçon. Comment est-ce qu'on traduit des tableaux de chiffres lorsqu'il s'agit de percevoir ce que vous apportez en matière sociale et sociétale. Et c'est, à mes yeux, extrêmement important. Et je suis très heureux d'avoir écouté quelques minutes
d'exposition, et ça résonne vraiment avec ce que l'on vit à l'université, ce qu'on vit au travers de la science, ce que l'on vit à l'école. Ce n'est pas les diplômes qui comptent, on le sait bien, c'est la transformation des individus. Où vont-ils, avec quel point de départ et quelle diversité. Et la tragédie, là-dedans, c'est que c'est quand on ferme un établissement qu'on se rend compte de ce qu'on perd. C'est là que la mémoire revient au travers des discussions et se matérialise. Et donc tout l'enjeu, je crois, est de faire, avant que les choses ne disparaissent, ce que l'on dit après du mort, comment peut-on le dire pendant qu'il est vivant? Voilà. Avec d'autres mots, d'autres méthodes, et pas pour rien faire, parce que l'évaluation, c'est bien pour savoir se situer, ce que l'on emporte, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit, etc. Ce n'est pas juste un exercice intellectuel entre intellectuels dans une salle close. Donc les deux dimensions quantitatives, elle est nécessaire, mais elle est absolument insuffisante pour le sens que l'on donne à nos métiers, le sens de ce que les artistes vous apportent, le sens de ce qu'en tire la population, et qui indiscutablement, lorsqu'il parle de notre maison, lorsqu'il parle de notre navire, le bateau qui nous emmène, il y a quelque chose qui dépasse le nombre de tickets d'entrée ou le prix du ticket. Thank you very much pour ce que vous faites. Merci à vous. Est-ce qu'on en a là, du coup? On a le temps? Est-ce que... Moi, je vous propose qu'on... Ah, pardon. Non, il y a un peu de temps encore. Bien. On prend encore des questions, sinon on pourra aussi débattre à l'heure du repas sur peut-être d'autres points, si on veut. Alors du coup, merci pour vos interventions. C'est extrêmement intéressant. Je suis du coup étudiante à Paris 8 et je fais mon mémoire en fait sur justement les formes de politisation que peuvent avoir du coup les squats, les tiers-lieux et les institutions culturelles. Donc là, ces questions d'empreinte civique m'intéressent énormément et justement, tout ce que j'entends en fait me fait beaucoup penser notamment aux lieux qui émergent beaucoup en ce moment, les tiers-lieux culturels qui ont une dimension souvent très associative et qui ont des contrats avec des acteurs communs comme les collectivités territoriales. Du coup, ma question, ce serait de savoir quelle est votre relation à ce modèle-là, parce que justement, je posais une question hier à Mathias sur en fait les limites il mentionnait les limites que vous aviez dû définir à votre action sur notamment le travail social. Il disait que donc il y avait eu beaucoup de requêtes de placer peut-être des antennes de travailleurs sociaux dans l'établissement. En fait, je voulais savoir du coup quelle était votre relation à ce type de lieu et quelles pouvaient être en fait vos interactions. Peut-être, je ne connais pas combien il y en a à Bobigny. Moi, je me concentre plutôt sur Paris. Mais est-ce que vous avez des relations avec ce type de lieu et comment elles se formalisent? Voilà. Sur Bobigny, tu veux répondre? Non, plusieurs choses. Je pense que ce qui est compliqué, c'est en ce moment, il y a beaucoup de mélange en fait, des choses et qu'il faut resituer vraiment... Nous, on est une institution culturelle, c'est-à-dire que moi, je dirige quelque chose qui existait avant moi, qui existera après moi et qui a été institué par des politiques qui ont désiré avoir une scène nationale, en l'occurrence une maison de la culture à Bobigny. Et donc, mon travail est encadré par une charte, un contrat d'objectifs et de moyens, des missions de service public. Et donc, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec un tiers-lieu. Même si je pense que nos structures institutionnelles, notamment les scènes nationales, ont, depuis quelques années, et chacune de leur manière assez différente, travaillé à l'ouverture de leur lieu et au fait que leur lieu n'était pas uniquement un endroit pour voir des spectacles ou des expos ou des films, mais qu'il pouvait se passer d'autres activités. Je ne sais pas ce que vous a dit Mathias hier. Nous, la question, forcément à Bobigny, il n'y a pas beaucoup de lieux où des gens peuvent se rassembler, qui soient ouverts. Le choix que la MC 93 soit ouverte, même quand il n'y a pas de spectacle, ça c'est un choix de la direction, donc un choix et du coup une organisation à mettre en œuvre qui est liée au projet que j'y mène. Et du coup, forcément, à partir du moment où on a ouvert le lieu, on s'est dit, et on a eu beaucoup de demandes, et on s'est dit qu'est-ce qu'on va privilégier comme demande. Donc on accueille des choses qui n'ont rien à voir avec la question sociale, donc en ce sens, la question artistique, ça peut être un tiers-lieu.
Mais on s'est dit qu'on allait avoir forcément un accueil, on allait se donner des règles, et que les règles, c'était soit des projets artistiques et culturels, parce que c'est quand même le cœur de nos missions, soit c'était des projets portés par des partenaires, justement, avec qui on avait une relation qui était en train de s'établir, même si du coup, des fois, donc il y a des projets ou des ateliers qui ne concernent pas du tout l'art ou la culture qui se déroulent à Bobigny. Il n'y a pas de tiers-lieux à Bobigny. Il y en a un peu à Pantin. Les tiers-lieux sont quand même dans des endroits de gentrification, pour une raison simple, c'est que le modèle économique des tiers-lieux, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. C'est plutôt un modèle privé, et quand je dis ça, c'est pas du tout négatif, mais c'est très différent comme modèle. Et à ma connaissance, une des problématiques des tiers-lieux, c'est qu'il y a très souvent assez peu d'artistes. Alors, je ne sais pas où on en est, mais avant, il y avait des friches, des squats. Ça, c'était comme ça qu'on les appelait, qui étaient beaucoup des lieux d'artistes, mais où il n'y avait pas forcément de public. Puis maintenant, c'est plutôt des lieux, me semble-t-il, commerciaux. Là, encore une fois, n'y voyez une chose négative. Et dans lequel le projet artistique ou la présence culturelle est parfois anecdotique. Voilà. Donc moi, je suis tout à fait d'accord. Et des fois, on a fait des lectures dans des endroits qui étaient plutôt des tiers-lieux, mais c'est l'AMC 93 qui amène un projet artistique dans un endroit qui ne l'est pas forcément, mais on peut aussi aller dans autre chose qui ne s'appelle pas un tiers-lieu. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci Moi, beaucoup. j'hésite entre Bourdieu et Marx. Bourdieu pour ce que parler veut dire, et Marx pour il y a toujours plus prolétaire que le prolétaire, c'est la femme du prolétaire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je pense qu'une manière de dépasser la question que je trouve très pertinente et légitime, mais une manière peut-être de dépasser des questions qu'on ne résout jamais, parce qu'il y a toujours le tiers-lieu, demain il va y avoir le quart-lieu, et demain le huitième lieu, et c'est bien et c'est heureux. Moi, ma manière d'y répondre, c'est de dire, quand on est sur un contexte, dans un territoire, dans un contexte, comment on travaille avec ce qu'est le contexte, et quel qu'il soit. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, sur ce territoire, qui est l'Essonne, mais qui est aussi Évry-Courcouronnes, c'est impensable d'ignorer la plus grande prison d'Europe qui s'appelle Fleury-Mérogis. Voilà, c'est un département qui est très paradoxal, à savoir qu'il est ultra urbain et en même temps ultra rural. Donc, comment on tient compte d'une structure culturelle qui est en milieu rural, et c'est de tenter de poser ça sans a priori. Ça veut dire que, il faut connaître le contexte. Alors, et essayer de le connaître sans a priori, de pas forcément aller chercher ses pairs, mais aller reconnaître ceux qui sont actifs sur le terrain. Et après, la manière dont ils se nomment, tiers-lieu, institution, est secondaire. Et c'est important par un moment d'arriver à nommer, et les labels participent de ça, etc. Mais c'est plus de dire, dans le contexte où je suis, parce que comment on nomme comment on nomme les migrants aujourd'hui d'un point de vue artistique et culturel. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un contexte qui est le sien, si des migrants il y a, ou s'il y a des retraités à 5 000 euros de retraite. C'est comment on travaille avec son contexte plus qu'une appellation a priori. Peut-être une dernière question. Du coup, pour revenir à votre réponse, pour connaître votre territoire et pour connaître les différents publics, vous faites vraiment appel à des relais associatifs, justement pour pas avoir des publics en fait imaginés en fait. Comment vraiment connaître vous parliez de la prison, donc vous faites vraiment appel à des partenaires et des relais associatifs qui travaillent avec eux et qui savent quelles sont les problématiques rencontrées là-bas, ou comment vous faites l'évaluation de ça justement? Alors,
je vais essayer de dire ça modestement, parce que forcément, je vais avoir tendance à expliquer comment on est formidable et qu'on a réussi, donc avec beaucoup de prudence, mais on a, je parle sous contrôle de gens qui sont plus compétents que moi dans l'équipe, mais plus de la moitié, pour peut-être pas loin des 2/3 de nos projets sont des projets partenariaux. Et ce qui est intéressant, alors du coup, ça renvoie au boulot qu'on a fait, c'est-à-dire que le partenariat, ça peut être aussi bien avec une institution culturelle qu'une association d'insertion, qu'une maison de quartier, une école, etc. Donc c'est cette diversité-là, mais je pense qu'on est sur une structure imparfaite, c'est-à-dire qu'on a cette vigilance à être dans cette diversité, mais on sera, je pense que c'est plutôt heureux qu'on ne soit jamais parfaitement, mais voilà, du coup l'intérêt de renouveler des partenariats. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est la cartographie que l'on fait de nos partenariats et des partenariats qui, Hortense évoquait le rebond. Aujourd'hui, c'est intéressant de voir que parfois des propositions, on vient nous solliciter et on est juste à l'endroit du partenaire, on n'est pas à l'endroit du leader. Donc c'est cette diversité-là. Voilà, mais c'est... Ouais, moi, je compléterais aussi que c'est une connaissance parce que Christophe, il vit ici, une partie de l'équipe... Enfin voilà, je pense que du côté de Bobigny en Seine-Saint-Denis, c'est la même chose. La majorité de l'équipe vit en Seine-Saint-Denis. Et du coup, c'est très important aussi dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel projet, d'être sur place et de parler aux gens et de se balader, d'aller faire ses courses et de connaître les difficultés et les forces du territoire sur lequel on est, en fait. Voilà, je pense que c'est hyper important. Et donc, sur un registre juste un peu plus pragmatique et pour reprendre la recherche-action, il y a eu des propositions d'indicateurs allant dans l'observation de ces dimensions, très clairement. Hein. De comptabilisation de visites sur le terrain, de nombre de réunions sollicitées par les partenaires, etc. Bon, avec des dimensions un peu quanti, mais aussi des indicateurs plus qualitatifs sur toutes ces ces manières de faire. Vraiment, c'est ce qu'on disait hier, quoi. Ces manières de faire et ce décentrement de l'évaluation, des réponses de tout ordre, hein, qu'une scène nationale peut apporter dans un contexte donné à toutes ces sollicitations, mais alors c'est au sens très très large hein, de sollicitation. On s'arrête là ? Oui, on propose peut-être une pause. Hein. Est-ce que... Merci en tout cas. En termes de planning, je parle avec Christophe et Loïs, est-ce que si on dit qu'on démarre à 11h30 jusqu'à 13h, ça nous laisse de 13h à 14h... Non, 13h45 pour... déjeuner. C'est un peu court. Ouais, c'est un peu court. Donc...